Europe Matin, Patrick Cohen. Voici le journal de Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Retour à la normale, gare Montparnasse ce matin à Paris, mais encore une belle pagaille hier et beaucoup de questions après la panne qui a paralysé le trafic. On a mené l'enquête. Les autres titres. Et si nous étions devenus moins généreux? Le résultat d'une enquête publiée ce matin, les associations sont plutôt inquiètes. Le Brexit et le deuxième étage de la fusée, ça s'accélère en tout cas à Bruxelles. Rencontre importante aujourd'hui entre Theresa May et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Le pari fou de Donald Trump, une baisse massive historique des impôts aux États-Unis. Ce sera l'éclairage de Nicolas Barré. Et puis nous irons au Louvre-Lens. Une belle idée, un beau musée qui souffle ses 5 bougies. Plus de 45% des voix au premier tour. Les nationalistes corses vont rester aux commandes de la collectivité territoriale. Que vont-ils réclamer maintenant au gouvernement? Gilles Simeoni, le président de la collectivité qui va le rester, sera avec nous à 8h15. Notre invité. Alerte sur les dons, titre du journal La Croix ce matin qui publie le baromètre de la générosité. Nous avons été moins nombreux à donner en 2016, en baisse le nombre de foyers ayant déclaré au fisc un don à une association, un chiffre en baisse de plus de 4% et manifestement, Chanel Petit, c'est du jamais vu depuis plus de 20 ans. Non, jamais dans ces proportions. Il n'y avait jamais eu une telle baisse en un an, moins 230 000 foyers fiscaux donateurs. Et ce n'est pas la seule donnée alarmante révélée par ce rapport. Le montant des dons stagne. Là aussi, c'est une première depuis plusieurs dizaines d'années. Pourtant, rien n'annonçait ces mauvais résultats. Au contraire, en 2016, il y a eu des catastrophes naturelles qui stimulent en général les dons et le moral des ménages n'était pas particulièrement mauvais. Alors que s'est-il passé? D'abord, les donateurs aisés, ceux qui contribuent le plus, ont visiblement choisi la ristourne fiscale plutôt que le don défiscalisé. Deuxième hypothèse avancée par Jacques Mallet, fondateur du réseau associatif Recherche et Solidarité. Il y a tout simplement moins de Français qui paient des impôts. En 5 ans, la proportion de foyers imposables est passée de 50% à 45%. Lorsqu'on est non imposable, on a peut-être un peu moins d'incitation à déposer un reçu fiscal. Deux petits signes d'espoir toutefois. D'abord, dans cette baisse généralisée, ceux qui ont le plus donné proportionnellement à leurs revenus, ce sont les moins de 30 ans. Et puis, ce ne sont que des souhaits, mais les projets de dons pour 2017 sont en hausse par rapport à l'année dernière. Chanel Petit. Le trafic est revenu à la normale ce matin à la gare Montparnasse à Paris. Après un gros bug informatique inacceptable pour la ministre des Transports, Elisabeth Borne, qui convoque ce matin le patron de SNCF Réseau, Patrick Jeantet. Il va devoir donner des réponses à des milliers de voyageurs qui se sont retrouvés bloqués hier, notamment dans l'ouest du côté de Nantes. C'est un petit peu le marasme. Regardez, il y a le contrôleur qui est en train de se renseigner, il n'est pas plus au courant que vous et moi. Et ce qui est d'autant plus rageant, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu bis repetita de ce qui s'est passé il y a quelques semaines. Et là, ça devient consternant. Je ne sais pas quoi faire. J'attends qu'on ait une information et qu'ils nous mettent retard, mais on ne sait pas quand, on ne sait pas combien de temps, enfin on ne sait rien en fait. On a dû deviner parce qu'on n'était pas vraiment aiguillés. On a vu qu'il y avait un train qui allait vers Lille. On s'est rendu compte qu'il passait par Paris. Donc voilà, c'est premier arrivé, premier servi malheureusement. Et ce sont les recommandations qu'on a eues aussi, voilà, de prendre les premières places qui se présentaient. Voilà, des voyageurs en colère au micro de Pierre-Baptiste Vanzini. Et comme le dit l'un d'entre eux, c'est la deuxième fois en 4 mois que la gare Montparnasse se retrouve paralysée. Alors qu'est-ce qui cloche à la SNCF? C'est l'enquête du 8h. Bonjour François Geffrier. Bonjour. Déjà, est-ce que vous avez une explication précise à ce qui s'est passé hier? Oui, la réponse se trouve dans une salle où je me suis rendu hier soir, au 6e étage d'un immeuble de bureaux un peu défraîchi derrière la gare Montparnasse. Vous avez là une immense carte avec des diodes lumineuses représentant tous les aiguillages. C'est ça le système informatique qui pilote 24/24 cette gare et qui n'a pas bougé depuis 1989. Selon la SNCF, ça n'est pas spécialement vieux pour ce genre de matériel, mais c'est pourtant bien ça qui a bugué hier à 12h30. Cela faisait depuis samedi soir 22h qu'aucun train ne circulait à Montparnasse pour permettre d'intégrer de nouvelles voies dans le système et ainsi faire rouler 11 TGV désormais par heure et non plus seulement 9. Mais au moment de tout rebrancher, bien, la machine n'a pas tenu. Spontanément, François, on se dit que la SNCF n'a pas tiré les leçons du premier bug de cet été à Montparnasse? C'est vrai que le fait qu'il y ait eu un nouveau bug, c'est déjà inacceptable pour la ministre des Transports, mais le patron du réseau SNCF, Patrick Jeantet, qui va se faire passer un savon ce matin, lui juge la gestion de la crise meilleure cette fois-ci. Ça a été beaucoup mieux géré. On a trouvé la panne en 2 heures. Cet été, on avait pris 3 jours. Et l'information voyageur, même si elle n'est pas encore tout à fait au point, on va l'améliorer et elle a été un peu meilleure. Ça prendra un peu de temps, mais c'est un programme extrêmement important qui est suivi personnellement par Guillaume Pépi et moi-même. Et dans les mois qui viennent, les grands et vieux panneaux d'information mécanique, vous savez, ceux qui affichent les destinations lettre par lettre, seront remplacés par des écrans numériques beaucoup plus pratiques. Vous l'avez dit aussi, François, la SNCF veut augmenter la fréquence des TGV.
Est-ce que finalement, il n'y a pas trop de voyageurs aujourd'hui ? Oui, trop de voyageurs, c'est un problème vraiment de saturation qui menace, comme le confirme le journaliste Gilles Dansard de la revue Mobilettre. Est-ce qu'il faut concentrer ses efforts pour mettre encore plus de trains alors qu'il y a aujourd'hui, notamment sur tout l'axe Montparnasse, beaucoup trop de trains en retard? Essayons d'abord de faire en sorte que les trains soient à l'heure. La question est de savoir, est-ce que aujourd'hui le système peut supporter plus de trains? C'est un vrai choix politique. Au-delà du cas de Montparnasse, l'âge du réseau ferré pose question. En moyenne, les voies ont 30 ans et sur 10% du réseau, ça oblige à rouler à vitesse réduite. Aujourd'hui, la stratégie du gouvernement n'est plus de construire de nouvelles lignes, mais bien de rénover ce qui existe pour un coût de près de 3 milliards d'euros par an. L'enquête du 8h signée François Geffrier. Des contrôles en cours chez Lactalis. Après cette alerte sanitaire, 20 bébés victimes de la salmonelle. Ils vont mieux, semble-t-il, ce matin. Les autorités ont ordonné le retrait de 20 000 boîtes de lait en poudre premier âge, marque Pico, Millumel et Pepti Junior. Un numéro vert est à votre disposition pour plus d'informations, le 0800 120 120. Europe 1, 8h06. En Corse, les nationalistes très largement en tête du premier tour des élections territoriales. Plus de 45% des voix pour la coalition de Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni. Ils sont eux-mêmes surpris de l'ampleur du résultat. Gilles Simeoni, qui sera d'ailleurs votre invité juste après ce journal, Patrick. C'est une défaite pour la gauche, également pour la République en marche. François Rolandi, le président du conseil départemental de la Haute-Corse, était l'un des candidats de la majorité présidentielle. Ce matin, les nationalistes s'estiment en position de force face à Emmanuel Macron. Réponse de François Rolandi. Il n'a pas de pas à faire ou à ne pas faire. Le président de la République est dans un pacte girondin. C'est un résultat inattendu. Les nationalistes ont mobilisé leur électorat, ce que nous n'avons pas fait, ce que n'ont pas fait non plus les partis traditionnels. C'est certes une victoire, mais une victoire, somme toute, assez relative. Frédéric Michel, qui recueillait les propos de François Orlandi. Également dans l'actualité, le Brexit et une séquence décisive qui commence aujourd'hui à Bruxelles. Un déjeuner de travail, et même un peu plus que cela, entre la Première ministre Theresa May et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Tout l'enjeu maintenant est de savoir si les négociations ont suffisamment avancé pour passer à la deuxième étape, la vie après le divorce. Nous rejoignons Isabelle Horry à Bruxelles. Après des mois d'impasse, on a le sentiment d'une accélération ces dernières heures, y compris sur le fameux chèque que Londres doit signer. Les négociateurs européens n'en reviennent pas. L'argent, c'est ce qui cause le moins de problèmes aujourd'hui. Qui l'aurait cru il y a 3 mois, raconte l'un d'eux. S'il n'y a plus de problème, c'est que Londres a totalement cédé aux exigences de Bruxelles. Le temps presse, tout doit être bouclé avant mars 2019. Les Britanniques veulent commencer à parler de l'après-Brexit, alors pas le choix. Ils ont dû accepter de payer pour des années autour de 50 milliards d'euros. Mais ce geste ne suffit pas pour ceux qui restent. Les 27 veulent aussi des certitudes pour leurs citoyens qui vivent outre-Manche. Et surtout, ils exigent des détails sur une solution pour la frontière avec l'Irlande. Tout le week-end, ça a négocié dur là-dessus. Theresa May vient régler les derniers détails en personne. Son objectif ce midi, arracher aux négociateurs européens un bulletin de notes qui mentionne des progrès suffisants. Elle a besoin de cette appréciation favorable. C'est la condition nécessaire pour que la semaine prochaine, les chefs d'État réunis en sommet ouvrent la porte à la suite des négociations. Bruxelles, Isabelle Horry, Europe. Il est 8h10, Patrick Cohen. La suite du journal Jean-Philippe Ballas avec une révolution fiscale aux États-Unis. Il s'agit ni plus ni moins de la baisse d'impôts la plus importante de l'histoire du pays. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Jean-Philippe. Directeur du journal des Échos, c'est Donald Trump qui est clairement à la manœuvre. Et cette révolution américaine, eh bien, elle va avoir des conséquences pour le monde entier. C'est un choc énorme, 1400 milliards de dollars de baisse d'impôts sur 10 ans, l'équivalent des 2/3 du PIB de la France en cadeaux fiscaux. Plusieurs chefs d'entreprise d'ailleurs me l'ont dit, ça va créer une formidable distorsion avec les entreprises européennes. Trump va ramener l'impôt sur les sociétés de 34 à 20%. Pour mémoire, en France, Emmanuel Macron s'est donné 5 ans pour le ramener à 25%, donc on sera encore bien au-dessus du niveau américain. Trump va aussi donner un avantage fiscal aux grandes entreprises américaines qui rapatrieront leurs bénéfices aux États-Unis. En clair, le président veut des relocalisations d'entreprises sur le marché américain. Il tient sa promesse America First, promesse qui, il faut le dire, n'est absolument pas financée. Les experts du Congrès estiment que ça va creuser le déficit de 1000 milliards de dollars sur 10 ans. Ironie suprême, ces 1000 milliards, c'est de la dette de l'État américain, de la dette financée par qui ? Eh bien, par le reste du monde qui achète des dollars. Nous, les Chinois, les Japonais, etc. En achetant des dollars, nous allons donc financer la plus grande baisse d'impôts de l'histoire des États-Unis, censée doper les entreprises américaines. Il est bon d'en avoir conscience. Merci Nicolas Barret. Toujours aux États-Unis, cette nouvelle affaire d'agression sexuelle. Cette fois, nous parlons d'un très grand chef d'orchestre, James Levine, suspendu par le Metropolitan Opera de
de New York. Les faits se seraient déroulés dans les années 80. 3 hommes l'accusent d'avoir abusé d'eux alors qu'ils étaient mineurs. James Levine, devenu directeur musical honoraire à New York, il devait diriger la Tosca de Puccini pour la soirée de la Saint-Sylvestre. Une visite au Louvre-Lens à présent, qui fête ses 5 ans aujourd'hui. Le musée ultramoderne et ce pari réussi d'installer la culture là où on ne l'attendait pas forcément, dans un bassin minier, avec un nouveau public, 450 000 visiteurs par an, dont beaucoup d'enfants, des visites scolaires. Diane Chenouda a suivi l'une d'entre elles pour Europe 1. Devant des bas-reliefs sur la musique dans l'Antiquité, des élèves de 6e sont assis par terre autour d'une médiatrice du musée. Est-ce que vous reconnaissez l'instrument de musique? C'est une trompette? Oui, tout à fait. C'est une trompette, donc pour célébrer la victoire. Ça, c'est réservé aux hommes. Et c'est grâce à l'école que ces enfants sont déjà venus plusieurs fois au Louvre-Lens. J'ai découvert le musée quand j'avais 6 ans. Et en fait, avant, j'aimais pas vraiment les musées. Et en fait, j'avais vu un tableau dans la Galerie du Temps qui était magnifique. C'était La liberté guidant le peuple. Et depuis, j'aime bien les musées. Et mes parents, quand je leur ai dit que j'allais voir l'exposition musique, ils m'ont dit il faudra bien que tu écoutes parce qu'on va aller la voir. Et puis comme ça, tu vas nous guider. Car l'école essaye aussi de toucher les parents grâce aux enfants. Sabine Haynes, directrice de maternelle. Comme ce sont des enfants du quartier et qu'on aimerait bien qu'ils viennent avec leurs parents, on leur rappelle que c'est gratuit. Et puis, par l'intermédiaire du blog de l'école, on fait aussi beaucoup de publicité pour les parents. Puis moi, ça m'arrive de venir en fin d'année, les enfants invitent leurs parents pour essayer de faire rentrer les gens du quartier dans leur musée aussi. Un travail de tous les jours pour faire du Louvre-Lens un lieu familier. Reportage signé Diane Chenouda. Le football et match nul de Marseille à Montpellier hier soir, 1-1. Et un arbitrage qui a plutôt profité à l'OM. Lyon retrouve la 2e place du championnat après sa victoire à Caen, 2-1. Merci à vous. C'était le journal de Jean-Philippe Ballas. Europe 1.